Bonjour à toutes et tous. La 23e édition de la Semaine du son de l'UNESCO vous donne rendez-vous du 19 janvier au 1er février 2026 avec Pascal Lamy et Barbara Pravi qui seront nos parrains et marraines. Le 20 janvier, à l'UNESCO, nous vous proposons une journée complète dédiée aux questions de santé auditive et nous aurons le plaisir d'accueillir des chercheurs, des spécialistes de tous les domaines qui détectent, soignent les personnes touchées par des problèmes d'audition. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Clinique de l'Oreille, un centre médical inédit qui s'est ouvert à Paris en mai avec une plateforme de soins pluridisciplinaire dédiée à toutes les formes de pathologies liées à l'audition. Bonjour Michael Eliezer. Bonjour Marie-Hélène. Merci de m'accueillir aujourd'hui à la Clinique de l'Oreille, un centre que vous avez fondé avec des confrères médecins. Vous êtes vous-même neuroradiologue et vous exercez ici à la clinique, mais aussi à l'hôpital américain de Paris. Ma première question va être la suivante. J'aimerais savoir ce qui vous a incité à créer ce lieu inédit. Je vous remercie pour l'invitation déjà. Ce qui nous a incité à créer cette clinique, c'est vrai qu'on est déjà très nombreux, pas assez nombreux à travailler dans le domaine des troubles de l'audition, de l'équilibre et des acouphènes, et on s'était rendu compte que les patients étaient souvent obligés d'aller à droite à gauche pour trouver les bons correspondants. Donc on avait eu l'idée justement de réunir toutes les personnes spécialisées dans cette prise en charge pour optimiser en fait le parcours du patient, pour qu'il ne soit pas en errance de certaines spécialités. Donc l'idée c'était vraiment de réunir sur une même entité tous les intervenants, les spécialistes dans le cadre de troubles de l'audition, vertige et acouphènes. On va reparler des spécialités tout à l'heure. Vous êtes combien au sein de la clinique de l'oreille ? On est beaucoup mais pas assez. On est environ 18 médecins, 4 neuroradiologues et du coup 14 ORL. Sans compter du coup les paramédicaux, puisqu'on a aussi des paramédicaux. Que constatiez-vous dans l'exercice de votre métier à travers les besoins des patients ? Donc c'est vrai que le besoin est immense sur cette thématique. On est peu de spécialistes à prendre en charge de manière vraiment hyper spécialisée ce type de trouble. Et effectivement, c'était l'isolement en fait de chaque praticien sur différentes zones qui nous a conduit à nous réunir pour faciliter cette offre de soins. Donc vous m'avez parlé un petit peu du nombre de personnes, de spécialistes que vous étiez à la clinique de l'oreille. Quelles sont les spécialités de vos consoeurs et confrères à la clinique ? Alors, je vais répondre pour ma part. Oui. Il y a des neuroradiologues, donc c'est des radiologues spécialisés dans l'imagerie qu'on appelle TTQ. Donc ça va concerner à la fois l'œil, le cerveau et l'œil. Donc là, on est 4 neuroradiologues. Il y a 18 ORL, alors Oui. qui n'exercent pas tous de la même manière, puisque ça reste une spécialité qui est à la fois médicale mais qui peut être aussi chirurgicale. Donc il y a à ce jour 3 ORL qui sont à la fois chirurgiens et médecins ORL, D'accord. qui vont pouvoir justement proposer une prise en charge chirurgicale quand il y a une indication pour les troubles de l'audition ou alors même de l'équilibre, et le reste, ça sera uniquement des médecins qu'on appelle nous des explorations fonctionnelles, puisque en plus de la consultation, ils vont réaliser et ou interpréter des tests spécifiques pour justement évaluer la fonction auditive ou vestibulaire du patient. Quelles sont les pathologies actuelles les plus marquantes chez vos patients en termes d'audition, mais aussi en termes de vertige ? Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit biais de recrutement, puisque le plus fréquent serait la presbyacousie, donc on va dire la surdité liée au vieillissement et d'autres facteurs de risque qui peuvent le majorer. Est-ce que parce qu'on est à la clinique de l'oreille, on a aussi un recrutement qui est un peu différent? C'est pas impossible. On a beaucoup de surdités complexes, des surdités brutales, donc des surdités qui arrivent en moins de 72 heures, où là pour le coup il y a une urgence fonctionnelle, puisque l'objectif est de pouvoir récupérer au mieux l'audition du patient. Donc on a quand même pas mal de patients qui se présentent avec ce mode de présentation. Et puis effectivement, ce qui va s'associer aussi aux troubles vestibulaires, donc au vertige, ça peut être donc du coup la maladie ménière, des maladies inflammatoires ou vasculaires de l'oreille interne qui peuvent à la fois toucher le versant de l'audition et de l'équilibre. Pourriez-vous me parler des avancées technologiques les plus marquantes dans la recherche des pathologies à la clinique de l'oreille ? Je pense en particulier à la radiologie qui est votre spécialité. Alors c'est vrai qu'on a quand même ce gros avantage, c'est d'avoir un plateau technique quasi exclusivement réservé aux troubles de l'oreille, c'est quand même assez rare. Donc on a une IRM, donc 3 Tesla, c'est une IRM de haut champ, c'est ce qu'il y a généralement dans les centres hospitalo-universitaires, puisque justement elles permettent
l'acquisition d'images de qualité vraiment supérieure, de haute résolution. Et prochainement, on va recevoir aussi une toute dernière génération de scanners qu'on appelle le scanner à comptage photonique, qui est une nouvelle technologie pour l'instant déployée sur 6 ou 7 centres, exclusivement des centres hospitalo-universitaires, sauf l'hôpital américain, où justement on va pouvoir diminuer par 2 voire par 3 la finesse des images pour étudier des organes qui sont très petits, donc l'oreille interne en fait partie, les osselets de la chaîne ossiculaire aussi. Donc ça c'est vraiment, je pense, un des gros avantages de la clinique en termes d'innovation, c'est ce plateau d'imagerie exclusif à ce genre de pathologie. L'intelligence artificielle va-t-elle, selon vous, jouer un rôle essentiel dans le traitement des pathologies ? Alors, je pense que oui, sur différents niveaux. Déjà, je peux répondre au niveau de l'imagerie, puisque l'intelligence artificielle, à ce jour, ne permet pas d'améliorer fortement les diagnostics dans ce genre de pathologie. Par contre, un point non négligeable, c'est que elles permettent d'améliorer la qualité de nos images. Donc, on arrive, grâce à l'intelligence artificielle déjà, à améliorer d'un facteur 2 la qualité de nos images. Donc ça, c'est un premier point. L'autre chose, c'est qu'on va pouvoir, effectivement, à l'aide de grosses bases de données, comme on va avoir ici, étant donné que les patients vont avoir plusieurs modalités, une consultation qui est similaire, des tests qui sont similaires, une imagerie similaire, des bases de données qui vont pouvoir justement alimenter des algorithmes d'IA pour avoir un traitement plus personnalisé. Et l'autre chose, c'est récemment, il y a une prothèse auditive de marque française, la seule, qui va justement implanter l'intelligence artificielle pour le réglage des appareils, pour améliorer et vraiment avoir une prise en charge qui est individualisée. Dans le cadre de la clinique, il y a également l'accompagnement des patients avec la présence de spécialistes. Est-ce que ce thème justement d'accompagnement des patients dans toutes les dimensions était un pan un peu manquant dans le système des soins auditifs ? Oui, parce qu'on n'a pas ou peu de lieux où il y a une prise en charge pluridisciplinaire, et c'est vrai que quand on se penche sur les problèmes d'oreille, donc souvent il y a aussi une part fortement émotionnelle liée à l'acouphène, liée à l'hyperacousie, qui nécessite justement une prise en charge adaptée, personnalisée, que l'ORL ne peut pas faire uniquement parce que il a d'autres choses à faire également. Donc la possibilité de consulter un sophrologue, un psychologue pour accompagner le patient, que ce soit dans les troubles même vestibulaires ou auditifs, a toute sa place dans un centre pareil. Quels sont les soins proposés à la clinique ? Justement parce qu'il y a psychologue, sophrologue, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, sur la partie des paramédicaux, effectivement, on a les psychologues et sophrologues qui vont permettre de prendre en charge le facteur émotionnel et cognitif qui est associé surtout dans les acouphènes, mais aussi dans les autres troubles de l'oreille interne. On a des orthophonistes aussi spécialisés dans la prise en charge de la surdité, donc ça peut être à la fois déjà pour l'apprentissage de la lecture labiale, mais également on se rend compte que certaines personnes, même appareillées, ont du mal à comprendre parce qu'il y a un travail à faire au niveau cognitif pour améliorer l'interprétation du signal au niveau du cerveau. Donc on a des orthophonistes qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent également suivre des patients qui sont implantés cochléaires, puisqu'il y a une rééducation orthophonique qui est indispensable, et donc ça on peut également le proposer ici. Et l'autre chose, c'est les rééducateurs vestibulaires, donc c'est des rééducateurs spécialisés dans la prise en charge des troubles de l'équilibre, puisqu'un trouble de l'équilibre peut être la résultante d'un problème d'oreille interne, de l'appareil locomoteur, mais également du cerveau qui a du mal à être le chef d'orchestre en temps normal, et donc du coup ça demande une prise en charge par un rééducateur vestibulaire vraiment spécialisé. Quels sont, selon vous, les défis de santé auditive dans les années à venir ? Ouais, il y en a beaucoup, Oui. Peut-être trop. La prévention, je pense que de toute manière, ça partira forcément par la prévention, notamment chez les jeunes qui sont exposés à des niveaux de bruit de plus en plus forts. Le traitement curatif, puisque pour l'instant, à l'heure actuelle, on a encore peu de traitements curatifs dans certaines surdités d'oreille interne, puisque autant sur le versant transmission du son, justement, il peut y avoir un traitement chirurgical qui peut être proposé, mais sur la partie où l'oreille interne est lésée, on n'a pas encore de traitement curateur. Donc le vrai défi est là, il y a pas mal de boîtes qui s'y penchent, et l'avenir, ça sera de pouvoir restaurer une audition initialement abîmée. Alors vous êtes partenaire cette année de la Semaine du son de l'UNESCO et vous serez le 20 janvier avec nous pour une journée santé exceptionnelle. En quoi cela vous semble-t-il important que nous travaillions ensemble sur ces domaines ?
Un des gros avantages de la semaine du son, c'est ce côté transversal, pluridisciplinaire, qui peut quand même atteindre différentes personnes. C'est vrai que nous, on se penche surtout sur le plan santé auditive, mais on se rend pas compte de l'impact que peut avoir le son dans le quotidien de plein d'autres personnes qui sont même pas forcément sourds. Donc la vraie force, je pense, ça va être justement de se réunir pour pouvoir améliorer nos connaissances sur le son, sur la surdité, et je pense que plus on est fort. Merci beaucoup Michael Eliezer pour cet échange. Je rappelle que nous vous retrouverons le mardi 20 janvier à l'UNESCO pour une journée inédite dédiée à la santé auditive qui évoquera avec un grand nombre de spécialistes les avancées de la recherche, les innovations technologiques dédiées à l'audition, mais aussi les questions d'inclusion avec notre ambassadrice santé, Rose Penel. À bientôt!